Salut à tous, je suis Élise Benazet, psychomotricienne, formatrice et professeure de danse. Dans mon podcast Trouve ton Move, je vous invite à explorer les univers de thérapeutes hors du commun, qui comme moi, ont choisi de sortir des sentiers battus. Ensemble, découvrons des méthodes innovantes pour prendre soin de notre corps et de notre esprit. Et si vous souhaitez aller plus loin, n'hésitez pas à me rejoindre sur danser-psychomote.fr pour découvrir mes formations et approfondir vos compétences. Bonne écoute! Bienvenue dans ce nouvel épisode de Trouve ton Move. Aujourd'hui, on explore des terrains inattendus avec une invitée exceptionnelle, Hélène Mühlhäuser, psychomotricienne à Paris. Avec elle, on va plonger dans un sujet puissant, un lieu où le corps est souvent oublié, l'addictologie. Qu'est-ce que le corps a à nous dire quand l'esprit est pris dans la spirale de la dépendance ? Comment retrouver la confiance en ses sensations, le plaisir de bouger, le simple fait d'exister sans l'aide d'un produit ? Hélène nous ouvre les portes de son approche, loin de la simple rééducation, pour se reconnecter à soi-même et retrouver ses ressources intérieures face à l'anxiété et à la douleur. Bonjour Hélène. Salut Élise. Alors aujourd'hui, je te rencontre parce qu'on se connaît depuis longtemps. On a fait nos études ensemble à la Salpêtrière en psychomotricité et nous avons été diplômés en 2004. Et oui. Voilà. Et depuis, tu as choisi une voie bien spécifique. Tu travailles avec des adultes en addictologie ou présentant des troubles psychiatriques. Voilà. C'est ta spécialité. Ouais. C'est ma spécialité, ça l'est devenu. Parce que j'ai la première partie de ma carrière plutôt travaillé avec des enfants, donc pas mal en service de soins à domicile, et beaucoup travaillé sur l'intégration scolaire. Oui. Et en fait, moi-même devenant maman, combinée un peu à toutes ces exigences autour de la scolarité, des parents, de l'institution, je m'y retrouvais plus trop. J'avais plus trop, envie d'être plutôt en contact avec le patient. Et je trouve que finalement, avec les adultes, il y a plus de place pour le bien-être. Oui, c'est ça qui t'a intéressé, toi, d'emblée. Oui, parce qu'en fait, les enfants, on leur demande, il y a forcément l'anxiété du devenir, c'est le moment de faire ressortir toutes les potentialités, tout ça. Et finalement, avec les adultes, quelque part, c'est posé. Oui. On est directement en lien avec la personne et on peut parler plus de bien-être, plus de développement de soi qu'avec les enfants. D'accord. Et ça, c'est vraiment quelque chose que j'ai... Et du coup, moi, je me suis plus autorisée à faire plus de relaxation, à faire plus... Alors, c'est peut-être moi qui, justement, était hyper dans le besoin de répondre à toutes ces exigences un peu. Et finalement, avec les adultes, moi aussi, je me suis mis moins la pression. Et finalement, je suis plus allée dans des orientations plus autour vraiment du développement de la personne plutôt que dans le côté vraiment rééducatif de la psychomote. Voilà. Ok. Et c'est quelque chose qui t'a attiré très tôt, puisque je me rappelle que ton mémoire de fin d'études portait sur ce sujet d'accompagner une adulte. J'avais trouvé ça impressionnant que moi, en lisant ton mémoire, que déjà en 3e année de psychomote, tu puisses t'intéresser à un sujet quand même très particulier et très psychomote à la fois. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus ? Quel était le sujet de ce mémoire ? Oui, alors en fait, ça s'est un peu imposé à moi. Alors c'était pas tout à fait une adulte, c'était une adolescente qui devait avoir 16-17 ans, qui était... pas trop loin de sa majorité, et j'étais dans un lieu de stage, c'était un IME qui accueillait des adolescents autistes. Et finalement, il y avait une jeune fille qui ne faisait plus grand-chose, qui posait un peu des problèmes à tout le monde. Et je me suis retrouvée là, ma maîtresse de stage m'a dit vois ce que tu peux faire avec elle. Je me suis retrouvée un peu challengée en me disant je vais m'occuper, passer du temps avec elle et puis je vais voir, parce qu'elle était tout le temps dans un coin à donner vraiment recroquevillée dans un corps très flasque. Elle était, puis des fois, à donner des petits coups de poing à ceux qui passaient trop près d'elle. Ah mince. Et à faire des confusions d'identité aussi, à voir sa maman un petit peu partout. Être vraiment dans la confusion d'identité. Et donc le sujet de mon mémoire, ça a été déjà, l'idée c'était aussi de la remettre un petit peu en mouvement.
parce qu'elle était tout le temps recroquevillée dans vraiment quelque chose de très hypotonique. Et dans la salle de psychomote, il y avait un miroir. Et puis je lui ai proposé qu'on se mette l'une à côté de l'autre. Et puis j'ai commencé à faire des mouvements. J'étais un peu dans l'exploration. Et puis elle était OK. Et finalement, le sujet de mon mémoire, c'était la description un peu de nos séances, du dispositif thérapeutique, de l'intérêt de l'image, parce qu'au début, en fait, elles ne se regardaient pas. Ouais. En fait, on était en face l'une de l'autre, et puis finalement, elles se tournaient vers moi. Et donc, il y avait le sujet de mon mémoire, c'est toute la médiation de l'image spéculaire en lien avec les mouvements. Et elle avait vraiment en plus le symptôme de quand elle touchait le miroir, je crois que ça s'appelle le symptôme du miroir brûlant. Comme il y avait des problèmes d'identité, où elle-même, des fois, elle se trompait de prénom, elle s'appelait du nom de sa sœur. Enfin, c'était vraiment quelque chose de compliqué. Elle avait la peur de toucher le miroir, comme si le miroir pouvait la happer. L'absorber. La conscience de l'image de soi était très, très peu développée. D'accord. Et l'idée, c'était de travailler sur comment on utilise le miroir et les mouvements pour la construction aussi de l'identité. D'accord. Et tu parles d'image spéculaire, tu peux définir ça? Ouais, l'image spéculaire, alors de mémoire, c'était il y a, comme tu l'as dit, plus de 20 ans maintenant. C'est l'image du miroir, quoi. D'accord. L'image du miroir, de notre corps renvoyée par le miroir. Voilà, c'est ça. Donc c'est soi sans être soi. Ok. C'est une image. Très bien. Voilà. Donc déjà, on a un gros sujet là. Ouais. Pas que je me replonge dedans, mais il y avait eu du Lacan, du Françoise Dolto. Oui, des psychanalystes. Voilà, il y avait poussés. Eu pas mal de psychanalyse, mais c'était, T'avais creusé le sujet. Ouais. Non, c'était, je m'étais bien éclatée, et finalement, c'était parti sur et j'avais fait, c'était chouette parce que je lui avais fait faire au début un dessin d'elle, donc elle avait représenté un tout petit truc et elle avait dit c'est maman. D'accord. Voilà. Et à la fin de la prise en charge, on avait refait un dessin où elle avait vraiment pu faire sa famille et elle, bien individualisée, avec une couleur différente. Okay. Enfin, il y avait des signes de progrès. J'avais eu c'était chouette. D'accord. Et t'as eu une bonne note? J'ai eu une bonne note. J'y croyais pas trop parce que je m'étais fait descendre justement. Il y avait une autre psychomote sur le lieu de stage qui me connaissait pas trop, et qui du coup a su que je faisais des séances avec cette jeune fille. Et je sais pas, ça a pas dû lui plaire. Ouais. Et elle a lu mon mémoire et elle m'a complètement descendue en flèche en me disant que ça valait même pas un 8 ou je sais pas quoi. Donc j'y suis allée un peu. Et finalement, bonne surprise au moment de la soutenance. J'avais vraiment pu avoir un échange intéressant avec le jury. Oui. Et j'avais eu une bonne note, même en parlant de psychanalyse. 18,20. Voilà, ça va. Moi, tu m'avais impressionnée. Je trouvais que c'était compliqué comme sujet. Et on voit quand t'en parles, ça te paraît clair. Et c'est ça que j'aime bien chez toi. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je t'invite. Parce que tu vas essayer d'éclaircir un petit peu le rôle du psychomotricien en psychiatrie adulte. Si je le résume un peu comme ça te va? Ouais. Et ce mémoire, tu l'as pas fait par hasard, puisque aujourd'hui, tu t'es orientée en addictologie. Ouais. Est-ce que tu pourrais nous décrire comment tu as construit ta place dans un service d'addicto? Quand tu es arrivée là-bas, comment tu as trouvé ta place? Moi, je serais nulle si tu me mets là-bas. Comment tu as réussi, toi? Déjà, oui, en fait, en addicto, moi, je trouve que c'est vraiment un lieu pour les psychomotes où il y a à la fois le versant, justement, comment retrouver une relation avec son corps sans le produit. Enfin, c'est vraiment les gens se retrouvent quand même et retrouvent aussi des choses qu'ils ne voulaient plus, qui étaient douloureuses pour eux. Donc il y a tout le côté, on va dire, thérapeutique, psychothérapeutique, même si on n'a pas trop le droit de dire ça en tant que psychomote, mais en tout cas l'aspect, on va dire, psychologique, émotionnel, toute l'histoire en lien avec le corps, et tout l'aspect rééducatif, on va dire, où du coup, t'as des troubles de l'équilibre, des troubles neuromoteurs, des douleurs aussi associées au traumatisme en lien avec les consommations,
des chevilles pétées, des mal au dos. Donc il y a vraiment tout l'aspect émotionnel, on va dire, et puis vraiment l'aspect fonctionnel, Et oui, si c'est on ça. veut être De retrouver de la résumé. fonctionnalité. Donc en fait, c'est et puis avec tout l'aspect aussi neuropsychologique, avec des patients qui ont des troubles cognitifs liés Oui. à l'alcool, ce qu'on appelle aussi le syndrome de Korsakoff, avec des gros troubles de la mémoire, des fonctions exécutives. Et voilà, ce qui est intéressant, c'est comment travailler tous ces aspects neuropsychologiques, mais en lien avec le corps et la mise en action. Donc, tu as dit, au-delà du produit, ça te paraît clair pour toi. Ouais. C'est-à-dire que les patients, sans le produit, sans la drogue, ils ont une difficulté à retrouver leur corps, du plaisir, hein, c'est ça? Ouais, alors il y a la question effectivement du plaisir, qui est vraiment chez beaucoup de patients qui ont une histoire aussi traumatique, en lien avec la question du plaisir qui mérite pas, ou qui a été, on va dire, distordu par des agressions sexuelles, des choses comme ça, où la sensorialité autour du corps est devenue quand même un problème. D'accord. Et donc du coup, c'est la question du plaisir, mériter, éprouver du plaisir, ou le plaisir c'est dangereux avec le corps. Ah oui. Et aussi au niveau cérébral, même quand tu prends des produits, il y a une forme de désintérêt aussi qui s'installe. Et on s'est aperçu que au niveau cérébral, les neurones, alors je suis pas hyper spécialiste, mais je sais que les neurones deviennent vraiment, on va dire, spécialisés dans la recherche de ce produit-là, de cette stimulation-là. D'accord. Ok. Donc c'est un produit qui répond à une demande, et les autres plaisirs qu'on peut nous avoir dans l'environnement n'auront pas le même impact oui, il y a une sur forme des personnes dépendantes. de désintérêt, aussi de désintérêt, parce qu'effectivement, le produit, à un moment donné, est venu vraiment combler le besoin. Enfin, il y a beaucoup de patients qui peuvent décrire qu'effectivement, c'est aussi le produit qui leur a permis de survivre. Ah oui, d'accord. C'est devenu vital. Ah ouais, parce que c'est devenu quelque chose qui fait taire les angoisses, qui permet vraiment de pouvoir continuer à vivre. Donc effectivement, c'est moi je reprends souvent l'image d'une canne. C'est qu'à un moment donné, tu as besoin d'une béquille, d'une canne pour marcher. Au bout d'un moment, ça te met dans une posture de dépendance vis-à-vis de cette canne, et ta posture est complètement déviée par rapport à cette canne. Tu crois que tu peux plus marcher sans, même si tu as pu la cheville pétée ou je sais pas quoi. Et comment faire quand continuer à avancer sans avoir cette béquille qui finalement t'en as plus besoin et t'handicape vraiment. Donc c'est carrément une reprogrammation du cerveau, et il faut passer par différentes actions. Tu aurais des exemples du coup de séances type de psychomote avec tes patients? De séances type de psychomote. En addicto. En addicto. Alors en fait, c'est que c'est vraiment, comme je te l'ai dit, c'est quand même très très vaste. Oui. Moi, je sais qu'il y a quelque chose quand même que j'utilise, que j'aime bien utiliser. J'aime bien un peu piocher un petit peu partout. Et moi, j'aime bien utiliser le Feldenkrais. C'est une méthode de prise de conscience corporelle, on va dire, qui a été inventée par Moshe Feldenkrais. C'est pour ça qu'elle a un nom un petit peu bizarre. C'est le nom de son inventeur. Et donc en fait, c'est des mouvements que tu essayes de trouver par toi-même pour comprendre comment tu peux t'organiser le plus facilement pour faire un mouvement. Voilà. Et du coup, ça permet vraiment l'idée, c'est vraiment de faire des petits mouvements pour venir libérer certaines articulations. Par exemple, se retourner du dos sur le ventre? Tu commences un peu par des mouvements sur le dos, sentir des déséquilibres. Ouais, mais c'est le bassin par exemple. Comment il se met en jeu. Comment je peux tourner mon bassin. Finalement, et c'est souvent quand même des mouvements de rotation. Voilà, c'est ça, de la colonne. Voilà, au niveau des hanches, au niveau du bassin, la prise de conscience de l'articulation du bassin, des petites antéversions, rétroversions, ce genre de choses. Comment on soulève les épaules aussi pour amener de la rotation dans le dos. Effectivement, quand tu es allongé, par exemple, on te demande de faire un mouvement d'amener le bras vers le plafond. Mais en fait, tu peux très bien faire ce mouvement de mobiliser l'épaule, mais tu peux très bien aussi bouger l'ensemble du corps
pour aller pour vers le haut. amener vers le haut. Ouais. Et finalement, tu t'aperçois que c'est quand même beaucoup plus physiologique et tu dépenses beaucoup moins d'énergie et c'est plus confortable de mobiliser son axe que de mobiliser une partie très distale du corps. D'accord, ok. Mais l'idée, c'est pas forcément de trouver avec les patients la meilleure manière, mais déjà, c'est qu'ils se rendent compte. Ouais. De se dire, tiens, c'est vrai que, par exemple, quand je fais tel mouvement, quand j'expire ou quand j'inspire, c'est pas efficace de la même manière, c'est différent. Ouais. L'idée, c'est en fait aussi de recréer cette écoute qui a été coupée. Ouais. Et c'est assez chouette parce que finalement, avec les produits, t'es venu complètement, ils se sont complètement coupés de toute cette partie d'eux-mêmes. D'accord. De leur sensorialité, de la régulation tonico-émotionnelle qui finalement se fait complètement de manière artificielle. D'accord, donc d'abaisser son tonus ou de le recruter, c'est ça? Voilà, c'est ça. C'est qu'à un moment donné, je suis stressée, je suis pas bien, normal comme c'est dans la vie de tous les jours, mais finalement, plutôt que de me poser 5 minutes, respirer, je vais prendre un produit, ça va faire le job pour moi, quoi. Oui, d'accord. Donc il y a vraiment ce côté aussi, je suis actif aussi dans mes sensations et je suis à l'écoute et je vois comment qu'est-ce que ça fait, quoi. Oui, je déclenche des ressources après parce que j'ai conscience de mon état. Exactement. Tonico-émotionnel, tu disais? C'est ça, et j'accepte que ce soit pas forcément toujours des séances où je suis ultra détendue, tout ça, mais c'est au moins j'accepte mes limites aussi. Il y a la question aussi des limites avec les patients en addicto où effectivement on a plus mal. Enfin, des gens qui ont mal au dos, en fait, c'est intégré. C'est en prenant des produits, il y a plus de problème. D'accord. Je suis j'ai plus d'anxiété, donc il y a vraiment quelque chose quand il y a l'arrêt du produit, il y a toutes ces limites aussi qui reviennent, toutes les douleurs qui reviennent, toute l'anxiété qui revient, et ce qui va encore plus compliquer le travail de j'arrête les produits parce que c'est t'es censé être en meilleure santé, mais finalement c'est là que t'es le plus mal. C'est là que t'es mal en fait. Effectivement. Donc là, il faut vraiment soutenir, et c'est pour ça que le travail de Feldenkrais, qui est assez doux, qui est assez tranquille, ça permet de recréer un lien agréable et sympa. Corps. Ouais, d'accord. Et donc là, tu parles de limites, donc tu le travailles en Feldenkrais avec d'autres outils aussi? Ouais, tout ce qui est, moi j'aime bien piocher un petit peu, dans des mouvements d'étirement, de stretching. Après, c'est vraiment, une remise en mouvement, une remise conscience. En conscience, et vraiment être attentif à l'avant, à l'après, juste se poser la question, qu'est-ce que ça me fait de faire ça? Enfin, sans forcément que ce soit une sensation qui va être, moi je leur dis, les patients, moi je vous attends pas, je m'attends pas à ce que vous soyez archi zen après, mais en tout cas vous étiez dans cette écoute et ne serait-ce que de dire cet exercice-là finalement ça m'a pas convenu, je préférais quand on faisait ci ou ça, ne serait-ce que ça, faire des choix. Faire des choix, en conscience. se demander si je suis mieux assis ou si je suis mieux allongé. Quand je suis allongée, est-ce que j'aime bien avoir les bras le long du corps, les bras sur moi? Mais ça paraît des questions complètement basiques. D'accord. Mais j'ai plein de patients qui peuvent s'allonger, ils sont pas bien du tout. Je le vois et je leur demande, mais est-ce que vous serez pas mieux avec les jambes pliées ou comme ci ou comme ça? Ah ouais, c'est vrai que si je m'arrange un petit peu, ça va mieux. Enfin, c'est quand même des fois on en est simplement là, quoi. D'accord. Donc c'est ça, quand tu parles de limite, c'est de sentir aussi son corps, ce qu'il accepte ou pas. Exactement. En gros. D'accord. Je l'avais pas encore saisi, mais ça y est. Les limites, et qu'effectivement on n'est pas obligé de subir. Puis on n'est pas tout puissant, on peut et puis on mérite. On mérite du repos, du calme. On mérite du bien-être. Du bien-être. On mérite de pas répondre à toutes les attentes, les injonctions, de pas se mettre. Oui, il y a des limites et c'est comme ça. Et puis souvent dans l'histoire des patients, c'est des gens qui ont été pas toujours dans la bienveillance. Donc effectivement, d'accepter de pas être parfait, en tout cas à ses yeux, c'est pas toujours simple. Ok. Je me rappelle, tu me racontais que tu faisais des ateliers percussion, musique ou danse. Donc un peu plus dans l'action de mouvement. Qu'est-ce que ça peut apporter? Ça, c'est quelque chose effectivement qui est assez sympa à faire. C'est
C'était un collègue éducateur, qui m'avait un peu, initiée à la percussion corporelle. Je sais qu'il y a des formations qui existent. Moi, je l'ai pas fait, mais je le fais un petit peu à ma sauce. Ouais. Mmh. C'est dans l'idée déjà qu'effectivement, en utilisant, son corps, des frappes, sur le thorax, sur les cuisses, sur les épaules, Mmh. il y a à la fois le son Mmh. et à la fois, la sensation d'effectivement d'être dans la frappe sur son corps. Les Donc il y a vibrations. voilà, on Ouais. travaille vraiment sur la prise de conscience du corps. Mais d'ailleurs, ce qui est étonnant, c'est que déjà, on travaille ça aussi de pas se frapper trop fort. Ah oui. Et donc j'ai des patients, des fois, on travaille la percussion corporelle, eux, ils trouvent le moyen de se donner des claques sur le visage, quoi. D'accord. En Donc disant: «Mais attendez». la régulation tonique là, Voilà, on est l'idée bien c'est pas dedans. de se faire mal. Eh oui, OK. Et voilà, donc c'est aussi on travaille le fait de comment je peux faire ces percussions, Mmh. effectivement, sans que ce soit violent déjà Mmh. pour moi. Mmh. Et effectivement, ça fait pas faire le même son si, je tape Mmh. fort dans mes mains ou Ouais. si je tape doucement. Enfin, c'est vraiment tout un Mmh. réapprentissage de ça. Oui. Et l'idée, c'est de ensuite, j'ai un collègue infirmier qui faisait du djembé. Mmh. Et donc, c'est comment je peux accompagner aussi, les frappes du djembé avec, Le un corps. déplacement avec le corps, Mmh. avec, une percussion du corps, Mmh. et comment on peut sentir le moment où, l'intellect, cède la place un Ah petit oui. peu au mouvement, au rythme, et Au que plaisir. justement, Ouais. il faut, arrêter de se dire: «Tiens, il faut que j'avance mon pied, que je frappe, Mmh. sur ma cuisse et machin». À un moment donné, comme il y a quelque chose où le corps, bouge et Mmh. vit, et où l'attention ne Mmh. circule plus que dans le crâne, Mmh. mais l'attention est dans tout le corps. Voilà. Comment le corps répond à la musique, plutôt spontanément. Voilà, Ouais, être d'accord. dans Mmh. l'instinctif Et puis un peu le défi d'y arriver. voilà, Parce que ça exact. aussi, c'est sympa. Ouais, c'est ça, mais en Il y fait, a un plaisir à être coordonné. voilà, Ouais. plaisir d'être coordonné, mais dans l'idée où chacun va venir un petit peu bouger, comme il a envie, C'est quoi. ça. Mmh. Et on retrouve la question du Mmh. plaisir, où en fait, on va prendre du plaisir Mmh. à s'amuser, à s'éclater sur les Mmh. percussions, Puis en plutôt groupe. que Tu faisais ça voilà, en en groupe, hein? Ouais. groupe, Mmh. avec des rires, qui émergent. Mmh. Non, non, c'est sympa. Ouais. C'est vraiment des médiations au niveau du rythme qui sont très chouettes. Et puis tu t'es aussi formée, à l'hypnose, à la Mmh mh. relaxation, à la prise en charge de la douleur, il me semble. Mmh. Tu l'utilises aussi, tu l'as utilisé en addicto? Ouais, ça, Ouais. alors beaucoup, beaucoup ce qu'on appelle, enfin des outils de là, il faut encore que je travaille encore ça, Mmh. mais beaucoup sur des outils, on va dire, on appelle ça de la réification. Mmh mh. C'est-à-dire qu'on va vraiment, partir des images. Donc on va mettre, le patient dans un état, d'hypnose, OK. où il va vraiment pouvoir, être dans l'association d'idées, dans ce qu'on appelle, la pensée analogique, dans l'association d'idées, Mmh mh. et du coup, on va l'amener petit à petit à avoir une représentation, de la douleur ou des sensations gênantes. D'accord. Tu vois, par exemple, cette douleur, c'est comme, une tenaille. OK. Mmh. Par Donc exemple, tu associes l'idée, voilà, vous l'image? vous voyez cette tenaille, de quelle couleur elle est? Elle Ah est oui. comment elle agit? Est-ce qu'elle pince fort ou est-ce que Mmh. c'est plein de petits pincements? Enfin vraiment, et du coup, on va amener le patient petit à petit à réfléchir à, comment cette tenaille pourrait être moins douloureuse. D'accord. Tu décris des sensations donc visuelles, Voilà, tactiles, olfactives, tu vas vraiment dans tous les ouais, sens pour exactement. décrire la douleur. Ouais. Ouais, associer des Et images voilà, associer des et images, c'est après vraiment que le patient puisse être vraiment sortir de sa pensée un peu analytique. C'est-à-dire dans d'accord, le sens: «Mais je sais que c'est pas une tenaille, je sais qu'elle d'accord. fait pas ci, machin, de manière ça sert à rien de la changer, ça va pas changer ma douleur». Ah Enfin, oui, sortir de ces pensées un peu limitantes. d'accord. Et c'est vrai que dans un état d'hypnose, on est dans tout est possible. Il y a L'acceptation? Ouais, le jugement qui est un petit peu aboli. On est plus dans une forme de rêverie. d'accord. Et où l'évocation, l'imagination Mmh. va vraiment, modifier, les sensations. Parce La qu'en fait, perception sensorielle. la Ah oui. douleur, même si effectivement au niveau local, il y a une atteinte, il y a Mmh. quelque chose,
la perception de la sensation douloureuse, elle passe par le filtre du cerveau. Eh oui. Et donc le cerveau, de par l'évocation, l'imagination, va traiter l'information différemment. Autrement, d'accord. Et souvent, les patients, ce que je leur dis, c'est qu'ils sont très doués en hypnose, mais en hypnose négative, on va dire. C'est qu'il suffit d'évoquer une sensation désagréable, d'évoquer la douleur. Ils sentent bien que ça va venir augmenter certaines choses, même si là, tout à fait, on n'est pas dans une situation de stress, d'anxiété. Il suffit de penser à quelque chose de stressant pour que le cœur commence à battre un peu plus fort. On a les mains moites, alors que, mais c'est l'imagination. Le corps, en fait, croit à l'imagination. Oui, d'accord. Et donc l'idée, c'est que si ça marche de manière négative, ça marche aussi dans l'autre sens et de manière très 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 importante. Moi, j'utilisais pas mal ça. J'ai des patients il y a pas mal d'atteintes, des neuropathies en lien avec la consommation des produits au niveau des pieds. Ah oui. Et le fait, par exemple, d'être dans l'évocation des sensations au niveau des pieds, marcher dans l'herbe, les choses comme ça, où vraiment on peut vraiment le patient. Ça les aide vraiment dans retrouver des sensations au niveau des pieds, où en fait, petit à petit, les pieds, il n'y a plus de sensations. C'est pour ça que ça augmente aussi les troubles de la marche, les choses comme ça. Ah oui. Et le fait de travailler toutes ces évocations sensorielles positives, ça les aide vraiment beaucoup au quotidien. Donc l'exemple de la tenaille que tu as pris tout à l'heure, tu la transformes en quoi cette tenaille après dans les évocations? Par exemple, est-ce que la tenaille, par exemple, on imagine que la personne qui l'actionne, si c'est une personne qui l'actionne, serre un peu moins fort. Ok. Est-ce qu'elle peut pas être un peu plus petite? Ok. Est-ce que elle peut pas aller à un endroit où ce serait moins douloureux? Enfin, après, c'est vraiment l'idée, c'est la personne qui amène ses idées. Qui amène ses idées. Et souvent, les patients me disent: ah, mais je pensais pas que je pouvais imaginer tout ça. Enfin, moi, j'ai un patient qui, donc suite à une alcoolisation massive, avait fait une chute et avait vraiment les images de son IRM où on voyait vraiment un caillot. D'accord. Et du coup, cette image de caillot, on voyait que c'était très très fort en lui. Il avait des maux de tête. D'accord. Et du coup, il avait vraiment, quand je te parle des images négatives, il voyait vraiment ce caillot et pour lui, c'était vraiment quelque chose qui était envahissant, qui lui faisait peur. Et en hypnose, il avait utilisé l'image de ce caillot qu'il imaginait rouge, sanguignolant, enfin un truc vraiment glauque, vraiment qui le faisait souffrir, qui l'inquiétait. Ouais. Il l'avait transformée en balle de golf et cette balle de golf allait dans un trou. Ah, trop bien. Donc, il s'en débarrassait. Et s'en débarrassait et il me disait combien ça le soulageait, cette image. Il rappelait cette image au moment de ses migraines? Ouais. D'accord. Ouais. Oui. Et il est actif. Il est actif. Ouais. Même si ça revient, le fait d'avoir la sensation de pouvoir moduler. Moi, j'utilise pas mal l'image. Depuis que j'ai fait ma formation en hypnose, je m'autorise beaucoup. Enfin, je parle souvent par image. Et parce que je trouve que c'est très évocateur. C'est comme quand tu as une musique trop forte. Ah oui. Tu baisses le son. Tu baisses le son. T'imagines vraiment que tu as un bouton de volume, même si la musique est encore là, elle va être beaucoup moins gênante. Et le fait de savoir que tu as cette possibilité de modulation, du coup, tu te sens, par exemple, même si là j'ai mal à la tête, je sais que je dois aller faire les courses, je sais que je dois aller bosser ou je sais pas quoi. Je prends quelques instants un peu en auto-hypnose pour faire venir à moi les images ressources que j'ai construites pour venir un peu abaisser pour pouvoir faire ce que j'ai à faire. Donc, ils ressortent avec un outil concret au quotidien pour les personnes qui ont réussi à se l'approprier. Il y a tout ce qui est aussi ce qu'on appelle le gant protecteur. C'est-à-dire d'imaginer une protection. Par exemple, quand on va sortir. Alors ça, c'est aussi, on peut l'utiliser dans tout ce qui est aussi émotionnel. Dans les transports, qu'est-ce que vous pouvez imaginer comme habit protecteur, comme quelque chose? Et ça va être en fait, et il faut vraiment partir des ressources du patient qui va construire ces images évocatrices parce que on a chacun nos images évocatrices et ça quelque part il faut vraiment aider le patient à venir construire ces images ressources
Ses activités ressources, imaginer, et en fait, le pouvoir d'évocation est quand même... Le cerveau est prêt à entendre tout ça. On va parler guérison. Comment ça se passe du coup en service d'addictologie? Vous avez un bon accompagnement, ça fonctionne, il y a des rechutes? Oui, alors, on dit en addicto que la rechute, c'est la règle. D'accord. La rechute, c'est la règle. En plus, en service d'addicto, on voit quand même ceux qui rechutent, les chroniques. Oui, d'accord. Et dans le service où j'étais, ce qui était sympa, c'est que les médecins voyaient en consultation des patients qui n'étaient pas forcément réhospitalisés, mais quand même avaient la vision des patients qui revenaient en consultation pour continuer à être suivis, même si ça allait bien. D'accord. Et ils nous faisaient des retours aussi, monsieur un tel, madame machin... elle va bien, même si et qu'on n'ait pas la sensation tout le temps de revoir que les patients qui rechutent et qui rechutent et qui rechutent. Mais c'est vrai que l'avantage de travailler quand même pendant plusieurs années dans ce service-là, il y a quand même des patients qu'on se dit c'est quelqu'un, il s'en sortira jamais, quoi. Ah oui, c'est pas possible. D'accord. Et on voit qu'à un moment donné, il y a un déclic. Il y a la personne comme si elle avait fait le tour de son addiction. Il y a vraiment plus l'intérêt. Et des patients qui, pour nous, on s'est dit de toute manière, il est chronique, il reviendra régulièrement pour revenir se sevrer, puis il reviendra dans 6 mois. À un moment donné, c'est bon, quoi. J'ai fait le tour, c'est terminé. Mais c'est vrai que c'est vraiment un parcours d'addicto. D'accord. Et il faut c'est le vrai percevoir que comme ça. c'est toujours un peu quand on a des patients qui viennent pour la première fois et qui vraiment nous disent non mais ça y est, je sens que là je vais sortir, c'est terminé, on sait que il suffit pas de rester 15 jours faire un sevrage puis repartir, même s'il y a vraiment c'est pour ça que l'idée c'est vraiment pas de dire c'est pas qu'une question de motivation. D'accord. Ouais, parce que c'est ce qu'on entend dans la société. C'est qu'une question de volonté. C'est ça. Ouais, c'est pas qu'une question de volonté. Il faut de la motivation, il faut vraiment y trouver du sens soi, et c'est vraiment un parcours et c'est long. Et puis ça dépend vraiment de l'histoire de chacun, ça dépend des produits, ça dépend parce que l'alcool, c'est autant il y a des patients qui effectivement ont des produits très spécifiques. S'ils arrêtent d'aller dans certaines soirées, si ils coupent les ponts avec certaines personnes, même si c'est compliqué, ils peuvent s'isoler du produit. Il y a un changement, Avec l'alcool, le tabac, le cannabis, c'est devenu très difficile de vraiment de s'isoler de ça. Donc ça, c'est vrai que c'est une démarche encore différente. Parce que tu t'y connais super bien en drogue, quand même. On n'a pas précisé, mais moi, tu m'as sorti des noms de drogues. Tu sais les dernières drogues tendances. J'ai pas révisé avant le podcast. Et voilà. Non, mais c'est toutes les drogues spécifiques. Il y a vraiment toutes les drogues là de synthèse. De synthèse qui sont effectivement chimiques, peu chères, chimiques. Qui sont qui sont dérivés. Qu'est-ce qu'il y avait la dernière fois? Il y a des gros labos en Chine qui partent justement des dérivés de produits de décoration de cheveux. D'accord. Donc des choses qui sont en grande quantité. C'est pas comme les drogues dites naturelles où il faut cultiver les plantes à certains endroits. Il y a quand tu parles de produits chimiques que tu peux que tu as un petit peu à profusion et qui du coup abaissent les coûts aussi. Et aussi il y a le côté donc chimique avec des molécules où finalement le temps que la législation disent cette molécule est interdite, ils vont changer juste une petite terminaison. Et donc du coup au niveau législatif, c'est légal. Ils vendent ce qu'on appelle des pots pourris. Donc en fait, ils te vendent, tu trouves ça sur Amazon, machin, des trucs soi-disant, c'est des herbes aromatisées ou je sais pas quoi, faites pour être senties. Ils te disent c'est interdit de fumer, machin, c'est dangereux. Or c'est vraiment acheté pour ça. D'accord. C'est vraiment des Donne trucs... pas trop de références. Nos auditeurs vont consommer. Non, mais c'est il y a vraiment tout un truc. C'est il y a des drogues dangereuses à pas cher. Disponibles du coup à tout âge dès que tu as internet et puis c'est ça. Donc vous avez aussi des personnes très jeunes, très vite perdues et accros quoi
quoi. Ouais, avec les médicaments. Alors en France, là, il y a vraiment la législation par rapport à tout ce qui est anxiolytique, dérivés de morphine, produits de substitution qui est très, très encadré. D'accord. De plus en plus. Mais il y a encore pas mal de médecins généralistes qui peuvent prescrire des anxiolytiques et des antidouleurs sans forcément réinterroger le traitement au bout d'un certain temps. Mais c'est Ok. Eh bien, merci beaucoup Hélène pour toutes ces précisions, ces apports sur ton travail en addictologie. On se retrouve bientôt pour un prochain épisode, ce coup-ci sur ton travail de psychomote en hôpital de jour. Ça marche. Tu nous donneras toutes tes astuces. Oui. À bientôt. Salut, à bientôt. C'était Trouve ton Move, un podcast pensé et réalisé par Élise Benazet.